ravi de vous accueillir dans ce nouveau webinaire de OAPI Braze. OAPI Braze qui, pour son édition 2024, donc, va traiter de différents sujets, dont le premier que nous allons voir ensemble, qui est la mobilité, ensuite le logement et l'autre sur l'équilibre de vie, avant de retrouver en juin d'autres webinaires et en septembre également, qui conduiront naturellement sur le colloque de l'édition, troisième édition, donc de l'édition 2024. J'ai le plaisir de confier la main à un bon ami Christian Goulias. Christian Goulias qui est dirigeant, consultant, formateur en création, en management inclusif et pilotage. Il dit que son entreprise, elle est locale. C'est pas rien. Et d'ailleurs, il aura l'occasion, si un jour vous vous exprimez avec lui, de vous expliquer ce qu'il y a derrière le mot local. Mais vous avez compris qu'il y avait quelque chose de très local, notamment au niveau de l'expertise externalisée qu'il donne et qu'il va donner auprès des dirigeants et leurs équipes pour améliorer leur performance globale. Son leitmotiv à Christian, c'est aligner avec cohérence les leviers de la performance. Je lui cède vivement le micro et Christian, la main est à toi, avec tes invités. Merci Georges, bonjour à tout le monde. Alors, on rentre directement dans le vif du sujet, sur le sujet de la mobilité. Alors, d'abord, je présente nos invités. On va commencer par Laureline Vautier. Vous êtes responsable projet et communication au sein du groupe Connex depuis 2021 et chargée de projet pour l'association Activest depuis 2019, qui est le réseau donc, des 600 entreprises de l'écopôle Sud-Est qui existe depuis 1973, me semble-t-il, et plus récemment de la zone Via Silva, à Talente. Votre projet, vous, c'est d'animer et de fédérer les entreprises en créant des événements et une atmosphère propice aux échanges de pratiques. Michael Kernez, vous êtes maire de Quimperlé depuis 2014, premier vice-président du Conseil régional de Bretagne en responsabilité de la commission aménagement et mobilité, président de l'association des ports de plaisance de Bretagne depuis 2018, je crois, secrétaire général de l'association française du Conseil des communes et régions d'Europe depuis 2017, et vous avez une obligation professionnelle qui vous contraint à nous quitter vers 9h50 approximativement. Donc, merci de me tenir le timing, puisque parfois, moi, ma passion peut m'emporter. Sébastien Cavillon, vous êtes géomètre expert, président et co-gérant de l'entreprise Quarta, qui représente 19 agences et environ 210 personnes. Donc depuis 2014, et vous êtes président de la commission RSE à l'Ordre des géomètres experts depuis 2020. Thomas Antoine Williams, vous êtes conférencier international, consultant, expert en rétention des salariés, coach certifié ICF. Vous êtes directeur de l'entreprise Business Office Service, qui est basée au Luxembourg, donc depuis 2007, si je ne me trompe pas. Vous êtes aussi auteur de l'ouvrage intitulé Curio Simply, la curiosité comme intelligence, qui sortira prochainement pour la maison édition 10 basée au Canada et paraphrasé par Raymond Aron, New York Times bestseller. Et vous aussi, par contre, vous avez une contrainte et vous devrez nous quitter vers 10h30, si j'ai bien compris. Alors, la mobilité, qu'est-ce qu'on entend par mobilité? Deux thématiques, deux parties. La mobilité liée au transport, entre notamment le logement et le travail, mais sur les formes de trajet aussi, qu'il peut y avoir un rapport, comment dirait-on, coût-distance, temps de trajet, accessibilité, qui peuvent être courts ou longs, générateurs de stress, possiblement. Et la mobilité professionnelle liée à la gestion de carrière. Notamment liées aux facteurs de motivation, d'implication des collaborateurs, les différentes opportunités internes et externes que peut offrir un employeur ou différentes entreprises sur une zone comme un écopôle ou en région. Donc, autant d'enjeux majeurs qui peuvent favoriser ou contraindre effectivement les recrutements, l'accueil, l'inclusion, la fidélisation, nous en avons parlé, la gestion de carrière. C'est aussi des contraintes et des solutions managériales qui peuvent être proposées par les employeurs et les entreprises d'une manière générale. Le plus simple, c'est d'écouter vos expériences, vos vécus, sans préjugés, mais avec objectivité. Le temps nous est compté, on le sait tous, donc on va essayer d'être le plus concis possible. Premier temps, justement, les solutions que vous proposez, dirigeants, directeurs, responsables d'écopôles ou de régions, pour exprimer la mobilité liée au transport.
Et dans un deuxième temps, donc, on a dit, on reviendra aux solutions liées à la mobilité professionnelle. Alors, je vais commencer peut-être par une approche un peu plus globale, justement, avec Monsieur Kernez Michael, maire de Quimperlé et premier vice-président de la région Bretagne. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Kernez? Monsieur Kernez, m'entendez-vous? Nous étions ensemble tout à l'heure. Je crois que nous avons un petit souci de connexion avec la région. Bon, écoutez, le temps que Monsieur Kernez nous rejoigne, Madame Vautier, à l'échelle, vous m'entendez, Madame Vautier? Très bien, très bien. Très bien, bon. À l'échelle, vous, justement, d'une zone d'activité, comme l'Écopole Activest, on a dit, ça représente plus de 600 entreprises. Quelles sont les contraintes observées et les solutions que vous proposez, que vous expérimentez, voire même que vous mutualisez sur une zone comme l'Écopole Activest? Bah, je vais peut-être revenir sur quelques éléments, juste sur l'écopole, pour situer un petit peu. Donc l'écopole, bah, on est situé, au sud-est de Rennes. C'est l'anciennement, la ZI Sud-Est. Peut-être que c'est plus connu quand même, que Écopole Sud-Est encore. Donc en effet, la zone, elle a été créée en 73. Donc voilà, avec les aménagements, voilà, des années, 70. Donc c'est vrai que cette zone commence à se faire un petit peu vieillissante et donc bah, ça développe quelques contraintes justement par rapport bah, à l'attractivité justement bah, des entreprises, par rapport à des problématiques qu'on peut recruter, enfin dans le recrutement par exemple qu'on peut retrouver sur un manque de solutions en transport en commun, donc le développement de bah, forcément de l'autosolisme et des embouteillages aux heures de pointe. Donc ben là. Là, de cause à effet, on a aussi du stationnement sauvage dans la zone. Donc voilà, on a différentes contraintes qui ont été identifiées dans la zone. Nous avons aussi fait une étude justement avec des étudiants de Rennes qui sont spécialisés dans l'aménagement du territoire pour justement faire un petit peu poser un diagnostic sur notre zone pour nous aider également en lien avec les entreprises à trouver des solutions. Donc, ces contraintes étant posées, bah, l'idée, en effet, c'était de pouvoir se dire comment on peut faire pour rebondir, pour y pallier. Donc, notre action sur Activate, justement, c'est une action d'animation, de fédération, de mise en relation. Donc, pour ça, on a créé justement différents ateliers où les chefs d'entreprise, les collaborateurs peuvent se retrouver. Et l'idée est justement de co-construire et de partager en fait des bonnes pratiques inter-entreprises qui pourront être ensuite développées mensuellement. Enfin voilà, on les développe mensuellement, mais on pourra les développer au fur et à mesure de l'année. Donc c'est ce qui nous a amené jusqu'à maintenant à développer par exemple une campagne de sensibilisation au covoiturage inter-entreprise, puisque voilà, beaucoup d'autosolisme. En effet, vu qu'on a un peu de transport en commun, bah, on développe aussi des solutions avec les outils, on va dire, et les usages d'aujourd'hui. Donc, bah, de se dire, bah, en effet, on peut peut-être développer du covoiturage inter-entreprise, développer une animation interne à une entreprise, et là, le développer à l'échelle d'une zone, ben, c'est là où, du coup, notre essence de fédération prend tout son sens. Donc là, on le fait en lien avec justement Rennes Métropole et EOP qui nous accompagnent et qui accompagnent aussi les entreprises dans le fait d'embarquer leurs salariés, dans le fait d'effectuer cette transition aussi, parce que bah, forcément, on change nos habitudes, donc c'est pas forcément très évident du jour au lendemain de le faire. Et puis bah, dans la même idée de cette co-construction de projets collaboratifs, bah, on essaye aussi de permettre le développement de mobilité douce. Donc on a de nouveaux aménagements comme le réseau express vélo qui sont arrivés dans la zone. Donc bah, avec des faits d'actualité, on essaye de relier aussi des solutions. Donc là, on travaille sur le fait de développer des locaux à vélo sécurisés à moyen terme et à long terme, pourquoi pas aussi une navette qui serait mutualisée entre les entreprises et qui permettrait de faire se rejoindre en fait les deux terminus du métro, La Poterie et Via Silva. Voilà. Et effectivement, vous êtes un petit peu ce que vous me disiez en préparation. Vous êtes un peu dans la zone blanche, hein, comme vous disiez,
entre ces deux métros. Vous parliez aussi notamment de faire un lien en mobilité douce, justement, le garage à vélo sécurisé. Alors, ce ne sont que des projets, mais sur lesquels vous avancez pour faciliter, hein, notamment là, cette mobilité de trajet. Oui, tout à fait. Bah là, d'ailleurs, c'est une nouveauté voilà, d'il y a 2 jours, justement, donc on n'a pas forcément eu le temps d'en parler, mais on a pu échanger justement avec la commune de Cesson-Sévigné et donc on est prêt à engager une phase d'expérimentation avec des entreprises qui seraient justement partantes pour accueillir des locaux à vélo sécurisés et avec l'entreprise avec laquelle on travaille, qui est sur la zone qui s'appelle Station Rêve, qui nous permettrait justement d'avoir ces locaux à vélo. Donc, on est content de voir que enfin, c'est un projet à moyen terme, mais qui commence vraiment à prendre la seconde, on va dire. Oui, tout à fait. Et donc, justement, vous sentez que ces mobilités douces ou les outils, les expériences que vous mettez en place facilitent à la fois le recrutement, l'attractivité des entreprises ou potentiellement réduit les embouteillages? Est-ce que vous l'observez encore, enfin, déjà aujourd'hui? Alors, ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas d'indicateur de mesure spécifique. Après, ce qui est important surtout, c'est d'embarquer les entreprises justement dans cette action-là. Qu'on soit là comme justement pour fédérer, c'est très important, mais que les entreprises puissent par la suite le dupliquer, bah, c'est encore plus important en fait pour justement que le projet aboutisse. Donc c'est vraiment, on est vraiment sur une étape de sensibilisation et de mise en action pour le dupliquer à l'échelle de toutes les entreprises. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit par contre, c'est la présence de plus en plus importante de personnes et d'entreprises à participer justement à ces ateliers de construction, de co-construction. Donc on voit que bah, c'est important et que les entreprises justement ont envie d'échanger sur des problématiques communes, quoi. D'accord, très bien. Merci. Alors, le temps nous est compté, hein, donc j'avance et on aura l'occasion, hein, d'y revenir, Madame Vauthier, notamment sur la mobilité aussi professionnelle. Si vous voulez venir compléter, surtout n'hésitez pas, hein. Je vois que Monsieur Carnez est arrivé. Monsieur Carnez, m'entendez-vous? Bonjour, vous m'entendez? Bonjour Monsieur Carnez. Désolé pour le petit problème technique de démarrage. Merci Pas à de vous souci. d'être présent. Donc je vous ai présenté tout à l'heure au démarrage. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais je répète rapidement, vous êtes maire de Quimperlé, premier vice-président du Conseil régional de Bretagne, notamment en charge de la mobilité et de la durabilité. Je fais un peu simple maintenant. Monsieur Carnez, justement, vous, de votre point de vue, d'un point de vue régional, quel constat faites-vous justement de cette contrainte de mobilité de transport, hein, je parle bien, contrainte de mobilité de transport, et donc les solutions que la région propose, que la région essaie de mettre en œuvre avec des entreprises. Voilà, quel constat, quelles contraintes, quelles solutions au niveau de la région sur la mobilité, transport, trajet? Oui, merci beaucoup et toutes mes excuses de devoir vous quitter dans quelques minutes, mais on a un peu de temps tout de même puisque je suis en session du Conseil régional de Bretagne aujourd'hui, donc à Rennes. Quelques chiffres clés pour comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Il y a 1,3, 1,4 million d'actifs en Bretagne qui sont concernés quotidiennement par les déplacements du quotidien. Les chiffres sont assez parlants, hein. On n'en a que 6% qui empruntent les transports en commun et 7% qui font ces déplacements en mobilité dite active, donc vélo, trottinette et autres. Et on a 86% donc des Bretonnes et des Bretons qui vont au travail en empruntant leur voiture personnelle, quand bien même aujourd'hui on a un peu plus d'autopartage, un peu plus de covoiturage. Mais voilà le diagnostic. Donc je dirais que le défi est grand collectivement pour nous toutes et nous tous pour changer évidemment les pratiques. Et le corollaire de cela, puisque vous savez que j'ai une délégation qui est premier vice-président en charge du climat et des mobilités, donc ça ne surprendra personne que je fasse tout de suite et d'emblée le lien. Le principal émetteur de gaz à effet de serre, secteur filière en Bretagne, alors ça nous est un peu singulier, mais c'est l'agriculture, avec un peu plus de 40%, mais le second, ça c'est assez classique, 32%, c'est évidemment les mobilités. Donc on a plutôt de l'autosolisme
Et on a un sujet, évidemment, sur les problématiques d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, pour ce qui concerne le Conseil régional de Bretagne, une double responsabilité, à la fois faciliter les transports en commun, évidemment, et j'y reviendrai. Et le deuxième sujet, puisque c'est aussi notre responsabilité en tant que collectivité chef de file, c'est au travers de nos exercices de planification, notamment du SRADET, à faire en sorte qu'on puisse atteindre les objectifs du zéro net carbone en 2050 et donc les trajectoires de décarbonation pour l'ensemble de nos filières. Et vous savez que la COP régionale officielle a été lancée la semaine prochaine, en présence d'ailleurs d'Hervé Berville qui était à Rennes. Donc, on va devoir revisiter ce qu'on appelle notre SRADET. Et pour ce qui est des mobilités, à l'horizon de décembre 2025, donc une étude est engagée au sein du Conseil régional de Bretagne pour voir comment le secteur des transports et des mobilités en commun, notamment, pourrait être contributif de l'abattement des gaz à effet de serre pour atteindre les objectifs qui sont les nôtres, 2030, 2040, 2050. Et puis, vous savez qu'on était plutôt sur un facteur 4, on va passer à un facteur 7. Donc, autant vous dire qu'il y a des gros sujets, évidemment. Alors pour ce qui est du Conseil régional de Bretagne, nous avons un réseau qui est connu aujourd'hui qui s'appelle Bresgo. Donc Bresgo, c'est à la fois des trains, donc nos TER, nos cars. Les cars, c'est les transports scolaires et les lignes régulières qui permettent évidemment un maillage de notre territoire. Et puis, ce sont nos bateaux. L'action du Conseil régional de Bretagne, vous avez 1230 communes en Bretagne. Le Conseil régional de Bretagne, au travers de son réseau Bresgo, est présent sur 1000 communes. Donc, autant vous dire qu'on a une véritable responsabilité, c'est-à-dire qu'on est présent au cœur des territoires, partout en Bretagne. Il y a 400 circulations TER chaque jour, 6500 circulations routières, donc le réseau Bresgo, et 70 liaisons maritimes. Donc, on est un acteur majeur, évidemment, des mobilités en commun. Et pour parler un peu du train, puisque c'est le transport en commun qui peut nous permettre de massifier, évidemment, et d'atteindre au plus vite les objectifs de décarbonation que j'évoquais tout à l'heure. Vous savez qu'on a le meilleur TER de France, 96-97% de régularité. Alors, régularité, c'est moins de 5 minutes de retard. Pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Moins de 5 minutes de retard, 96-97%. On a le meilleur TER de France et on a le meilleur taux de satisfaction de France, 96%. Vous retrouvez cela ensuite dans les chiffres de fréquentation. Depuis 2017, nous avons la plus forte hausse de fréquentation en France, puisque nous sommes à plus de 40%. Donc, on le doit à quoi ? Je dirais aux investissements massifs qui ont été consentis ces dernières années sur les infrastructures de transport, évidemment. On le doit à quoi ? C'est la qualité de nos matériels roulants, donc nos trains. On le doit à quoi ? C'est-à-dire, je dirais, tous les sujets de billettique, de masse, et tous ces sujets-là, évidemment, sur lesquels nous travaillons, évidemment, avec la SNCF. Et si je commence à parler de ça, c'est le sujet de la gamme tarifaire. Rendre accessible à tous nos mobilités en commun, la gamme tarifaire, et y ait quelques chiffres en tête, mais un abonné du TER paye 10% du coût réel du TER. Et un occasionnel va payer 30% du coût réel de son TER. Et on a une gamme tarifaire qui est très encourageante et qui permet à chacun d'entre nous de pouvoir prendre le train. Et si on en revient à la question des entreprises, évidemment, vous savez qu'il y a la participation employeur qui est possible à 50%. Ce qui fait qu'on a un réseau Bresgo constitué qui peut être un des acteurs de la décarbonation de nos mobilités. Je dis un de nos acteurs parce qu'en Bretagne, vous n'avez pas que le réseau Bresgo. Je ne sais pas où vous vivez, mais vous empruntez peut-être pas au quotidien le réseau Bresgo. Peut-être que vous empruntez, moi je ne sais pas, le réseau TBK si vous habitez le pays de Quimperlé, ce qui est mon cas. Donc, et vous avez à Vannes un propre réseau, à Brest son propre réseau. Alors quel est le défi, évidemment, pour nous tous ? C'est de rendre ça lisible, c'est de faire en sorte que nous puissions faire en commun, c'est de mieux connecter nos réseaux les uns aux autres, évidemment. Et tout à l'heure, je parlais de billettique, de gamme tarifaire. On a un actif en commun qui nous est propre, qui est historique, c'est la carte Corrigo. Et la carte Corrigo, elle existe depuis 20 ans. Et avec cette carte Corrigo, vous pouvez emporter avec vous vos billets, puisque c'est une carte où vous pouvez mettre vos billets de vos réseaux. Et ça fait 20 ans qu'elle existe. Et elle se déploie sur 12 territoires d'agglomération. Donc, je ne vais pas dire que toute la Bretagne est couverte, mais ça commence à y ressembler. Nos scolaires vont avoir la carte Corrigo, ceux qui empruntent les transports scolaires. On va déployer la carte Corrigo dans tous nos transports, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un Breton sur 4 qui a une carte Corrigo. Et on va poursuivre, évidemment, cette démarche de partage
et tous les Bretons vont pouvoir emprunter les transports en commun. Donc on voit bien que pour le Conseil régional de Bretagne, on a une responsabilité qui est réelle, c'est-à-dire qu'on a notre propre réseau de transport. On a une responsabilité qui est réelle parce qu'on est chef de file de par la loi en matière de mobilité, donc on a une responsabilité de coordination, évidemment, qui nous est donnée, et donc de faire en sorte d'accompagner les territoires au mieux. Et on essaie donc de déployer les transports en commun. Tout à l'heure, je parlais de covoiturage solidaire. Vous savez qu'on a une plateforme de mobilité que nous partageons aussi qui s'appelle Wesgo, alors qui n'est en rien, je dirais, la concurrente de Blablacar ou autre. On n'est pas du tout sur les mêmes usages. Mais Wesgo est connu avec EOP et d'autres, puisque nous travaillons avec EOP aussi, pour faire du covoiturage, je dirais, inclusif et solidaire, notamment en lien avec l'activité économique et de faire en sorte d'apporter des solutions de proximité pour que, s'il n'y a pas de réseau de transport en commun, vous puissiez aller sur votre lieu de travail, évidemment, avec vos collègues. Et donc ça existe aussi. Monsieur Carnez, je me permets justement de vous poser cette autre question. On entend bien qu'il y a de nombreux outils. La région Bretagne, c'est une grande région. Alors, ce n'était pas la plus grande, mais enfin, c'est quand même une grande région. Il y a du matériel roulant, on a du très bon matériel. Et pour autant, on voit effectivement, notamment, alors moi je suis basé à Rennes, donc on voit autour des grandes agglomérations, il n'y a pas que Rennes, hein, Brest et d'autres ailleurs aussi, ces bouchons qui sont au-delà des heures maintenant uniquement des heures de travail. Est-ce que les pôles d'échange multimodal, quelle hybridation et avec les entreprises, comment peut-on travailler tous ensemble, j'ai envie de dire, de poser comme question, pour, encore une fois, faciliter ce transport en commun, ces modalités douces, l'autopartage, que ce soit avec effectivement les écopoles, les entreprises, qu'on soit dans une grande agglomération ou, j'ai envie de vous dire, en campagne. Oui. Comment peut-on faire? Bon, le diagnostic, je vous l'ai donné, 86% d'autosolisme. Donc, je dirais que le défi collectif qui est le nôtre est grand. Un des défis, c'est de faire en sorte, l'autre défi, c'est de faire en sorte de faire en commun, c'est-à-dire de massifier nos transports. Avec toutes les solutions que nous avons pu évoquer, il en est d'autres certainement. Nous, notre responsabilité, vous l'avez dit, il y a une époque où on faisait des gares, on faisait des travaux dans des gares. Aujourd'hui, on fait des travaux de PEM. Donc, et ce défi, c'est un défi, là aussi, de travailler avec les autres acteurs des mobilités. La France a le génie créatif, hein, vous savez, les lois sont faites pour susciter les envies, mais la loi L'Homme, elle a quand même réussi à faire en sorte que vous ayez 60 AOM en Bretagne, c'est-à-dire que vous avez 60 intercommunalités qui ont la possibilité de devenir AOM. Il y en a 56, donc c'est très bien, elles se sont emparées toutes des questions de mobilité. Vous avez le Conseil régional de Bretagne qui a la compétence, que vous savez, et les départements ont conservé quelques compétences, puisque les départements ont le réseau routier et sont très investis sur les questions de mobilité douce, et notamment pour le vélo. Donc il faut rassembler tout ce beau monde, c'est notre responsabilité, et vous passez de travaux de ce que l'on faisait auparavant en gare à faire des PEM, de véritables PEM. Et là, vous avez des enjeux partout en Bretagne, il suffit d'ouvrir les yeux. Moi, j'étais à Vannes la semaine dernière, vous voyez les travaux à Quimper, vous voyez tous les projets qui existent aujourd'hui. À chaque fois, on essaie d'interconnecter les réseaux de transport, et donc interconnecter physiquement les réseaux de transport, c'est-à-dire sur un lieu qui fera qu'à un moment donné, vous arriverez avec votre voiture, vous arriverez en vélo, vous arriverez en car, et vous pourrez peut-être, grâce au report modal, prendre un train ou prendre un BHNS, c'est-à-dire un bus à haut niveau de service qui fera qu'à partir de votre PEM, vous pourrez, allez, je vais prendre Fougères, vous pourrez aller à Rennes, puisque ça existe. Tout cela, évidemment, fait que la question des mobilités se traite en commun aussi, c'est-à-dire que vous avez une multiplicité d'acteurs. Les sujets de covoiturage sont très importants. Le fait de faciliter les covoiturages, aujourd'hui, vous savez qu'il y a des projets qui visent à faciliter les covoiturages sur nos grands axes de communication que vous avez évoqués. C'est ce qu'on appelle les SDAGT, c'est-à-dire des travaux qui sont faits sur nos voies, sur nos pénétrantes. Ça se fait à Rennes pour que, notamment, la voie de secours ne soit plus réservée au secours, et le moins possible, si possible, mais bien au transport en commun pour faire du bus à haut niveau de service. Et vous savez aujourd'hui qu'il va y avoir des expérimentations pour permettre aux covoitureurs d'être eux-mêmes prioritaires sur ces voies qui seront réservées, c'est-à-dire au transport en commun, et qui, à une autre époque, servaient uniquement au secours. Et
cette manière d'entrevoir, je dirais, l'arrivée dans nos métropoles ou dans nos très grandes agglomérations, aujourd'hui, au travers du contrat de projet État-région, on voit bien que ce sont des manières de faire qui vont se démultiplier. C'est-à-dire que nous ne sommes plus à réfléchir, même si à augmenter les gabarits de voies, parce qu'on voit bien que ce n'est pas ça qui règle la congestion, finalement. Moi, j'habite Quimperlé, donc Quimperlé, c'est à côté de Lorient. Vous voyez la congestion, vous évoquez les congestions, on est tous concernés par ça, de la RN 165. Donc, oui, il y a des possibilités de faire des travaux, oui, il y a des possibilités de travailler sur les voies réservées, et puis le défi majeur, c'est l'expression qu'a utilisée mon président une fois en séance du conseil régional, qui a fait un peu réagir, mais ce n'est pas qu'on veuille s'attaquer à la voiture individuelle, mais ce que nous avons dit ensemble, c'est si nous avons la possibilité de laisser notre troisième, voire même notre deuxième voiture individuelle au garage et d'en avoir plus qu'une seule au quotidien, et puis la deuxième, voire même la troisième avec nos enfants, on l'utilise que exceptionnellement, et donc on a la possibilité de faire transport en commun et d'aller vers soit des bus, soit des cars, soit d'autres modes de partage et de covoiturage. C'est ça qui fera qu'on arrivera à massifier nos transports en commun en Bretagne. Et partout en Bretagne, j'insiste, c'est un peu de technique, je vais faire un peu de politique. La mobilité, c'est un sujet éminemment politique, de cohésion sociale et territoriale. Il arrive de dire autrement les choses. C'est l'arme massive de destruction d'un certain nombre de populismes, quand même. Vous avez le logement, vous avez les questions de santé, vous avez les questions de mobilité, qui sont politiquement les sujets de préoccupation de nos concitoyens. Eh ben, il faut déminer, il faut désamorcer, il faut travailler, il faut faire commun, et donc il faut emmener les transports en commun. Et c'est à partir de cela qu'on apportera des réponses, notamment il suffit de prendre des cartes des élections, et vous verrez qu'en zone rurale, les votes, nous les connaissons. Et donc, le Conseil régional de Bretagne, qui a la responsabilité notamment du réseau Brest-Go, une des premières actions que j'ai conduites avec les intercommunalités du Creuse-Brest, donc on est en centre-Bretagne, là, je ne vous parle pas de train, je ne vous parle même pas de la RN 164, je vous parle de maillage fin, 5 intercommunalités qui mènent des études ensemble avec le Conseil régional de Bretagne. Historiquement, c'est 4 réseaux de transport, c'est-à-dire les 4 anciens réseaux de transport des départements. Ça n'a jamais fait un réseau régional. Vous pouvez faire toutes les additions que vous voulez, ça ne fait pas un réseau régional. Eh ben, on a travaillé à faire un réseau régional, nous continuons à le faire. On a mis 500 000 € de plus par an pour mailler ce territoire par nos bus en proximité. Ça, c'est de la politique, ça, c'est de la cohésion sociale et territoriale. Et ça doit permettre aux gens de se déplacer en commun et de ne pas vivre le sentiment d'être déclassé parce que vous vivez en Centre-Bretagne. Alors, je suis désolé, M. Grasset, je sais que vous devez partir à 9h50. Une dernière question en 2 minutes, si vous voulez bien. Comment un écopôle, une entreprise, un groupement d'employeurs, est-ce qu'ils peuvent solliciter la région, proposer des idées de manière un peu expérimentale? Est-ce qu'il y a possibilité, effectivement, sur tel ou tel endroit, encore une fois, d'expérimenter des solutions qui verront peut-être le jour ailleurs par la suite? Bien sûr. La manière dont nous appréhendons les mobilités en Bretagne, on travaille aujourd'hui avec les territoires, on bâtit avec nos intercommunalités, puisqu'elles sont elles-mêmes AOM. Alors, ça peut être 1, 2, 3, 4 ensemble. L'exemple que je vais vous donner, c'est 3 intercommunalités qui ont travaillé ensemble. Parce que les frontières administratives, ce n'est pas tout à fait adapté aux mobilités, donc il faut qu'elles travaillent ensemble. La Bretagne est une terre d'industrie, d'agroalimentaire, il faut en avoir la fierté. Donc, à un moment donné, il y a un sujet quand même qui s'appelle les horaires des salariés, les horaires atypiques, les difficultés de recrutement. Et donc, il faut mener des expérimentations, c'est difficile, mais pour faire en sorte que la solution qui soit proposée pour pouvoir aller au travail, elle soit en commun aussi. À une autre époque, on a vécu des navettes d'entreprises de l'agroalimentaire portées par les entreprises elles-mêmes. Bon, on a connu cela pour que les salariés aillent à 4 heures du matin. Bon, je dirais que c'est, moi je le dis avec mon regard, c'est d'une certaine manière assez stigmatisant tout de même, et quand même, et ça n'a pas marché, clairement. Donc aujourd'hui, il faut faire mobilité en commun et faire en sorte qu'il y ait des horaires adaptés qui puissent bénéficier à ces salariés et que ce ne soit pas des bus réservés, mais bien des bus accessibles à tout le monde. Et si vous avez envie de les prendre, vous aussi, vous les prenez. Bon. On a fait cela avec Brocéliande Communauté, de Lousses à Brocéliande. On a fait ça donc avec Redon Agglomération. On a expérimenté une ligne de car Resgo reliant Plélan-le-Grand à Redon avec des horaires décalés pour répondre aux besoins des industries agroalimentaires.
bon, on a un peu de recul. Sur certaines lignes, enfin certains maillons de la ligne, chaîne de la ligne, on voit que ça a bien fonctionné, sur d'autres, ça n'a pas bien fonctionné. Donc, à nous aussi d'être agiles. Souvent, on dit que les collectivités ne lancent pas, mais quand on fait des expérimentations, on ne met pas 10 ans à faire marche arrière quand ça ne marche pas. Donc, parce que ça coûte, entre nous, beaucoup d'argent. Là, je vous parle de centaines de milliers, voire de millions d'euros, donc ça coûte très vite, très cher. Eh bien, on a fait tout de suite des réajustements. Mais on voit bien qu'on est en capacité d'expérimenter et de trouver des solutions pour qu'on puisse satisfaire les salariés et les entreprises. Ensuite, c'est nécessaire parce que le lien entre les mobilités et les entreprises, d'une certaine manière, il est assez évident, en tous les cas pour un certain nombre d'entre elles, c'est le versement mobilité. Donc on sait tous qu'il y a un débat à un moment donné où les entreprises vont dire « moi je paye mon versement mobilité, quels sont les services de transport en commun qui sont mis en œuvre par les territoires, les agglomérations, les communautés, la région, pour que ces transports en commun puissent être utiles à mon entreprise ». Bon, je pense qu'il faut dépasser ce débat et que les salariés sont aussi des citoyens. Donc ce n'est pas uniquement pour les salariés que les entreprises le font, c'est la responsabilité évidemment citoyenne de l'entreprise que d'accepter de verser du versement mobilité, quand bien même il n'y a pas un impact direct sur la vie de l'entreprise. Et ça, c'est très important à dire et redire. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on a tous une part de responsabilité. Les entreprises les plus importantes ont des responsabilités en matière de déplacement. Et je sais qu'à échelle de grandes zones industrielles ou de grandes zones d'activité économique, les entreprises se regroupent, réfléchissent ensemble pour avoir des schémas de déplacement communs. Pour essayer, c'est complexe, hein, les horaires peuvent être complètement différents, c'est d'une complexité sans fin. Mais en une minute, M. Carnet, s'il vous plaît. On a tous une part de responsabilité dans la réussite du transport en commun et de la décarbonation qui est intimement liée à cette possibilité. Donc, oui, on a évidemment... et puis la SNCF, avec laquelle on travaille, va voir les employeurs, va voir les transporteurs, va voir les grandes administrations. Je sais que la SNCF vient d'aller, par exemple, à l'hôpital de Quimper, c'est des centaines de salariés pour essayer de regarder comment on fait un schéma de déplacement. Moi, à Quimperlé, je vais avoir des très gros travaux dans mon hôpital. J'ai la chance d'avoir un hôpital neuf dans quelques années. Sur quoi on travaille en ce moment? Sur le schéma de déplacement, avec l'hôpital, pour faire en sorte que ça se passe bien dans les travaux, au moment des travaux. Mais j'ose espérer que ça va changer durablement les habitudes des salariés de l'hôpital et qui verront l'intérêt de prendre les transports en commun pour venir au travail. Merci beaucoup, Monsieur Carnez. Alors, Monsieur Cavillon, je vous rappelle que vous êtes dirigeant d'entreprise, de l'entreprise Quarta. Vous disiez 19 agences, 210 salariés, multisites. Vous, votre regard de chef d'entreprise multisite, justement, que pensez-vous, vous, de ces contraintes de mobilité, des solutions que vous proposez et l'impact sur vos collaborateurs? Déjà, je dirais que quand on se renseigne un peu sur les motivations au travail et l'intérêt dans les recherches d'emploi aujourd'hui, ce qui fait l'attractivité de nos entreprises, en fait, tout simplement, les gens aujourd'hui cherchent la proximité. C'est-à-dire qu'ils veulent être dans un périmètre proche de leur entreprise. Et s'ils ne peuvent pas l'être, parce que bon, nous, en l'occurrence, on est une profession assez petite et où les compétences et les gens disponibles avec ces compétences-là vont plutôt être éclatés sur le territoire, il faut leur proposer des choses qui vont leur permettre d'accéder à l'entreprise de manière différente. Et puis pour avoir fait des cours en école d'ingénieur, en fait, leurs préoccupations, c'est les mêmes, hein. Ils vont attendre effectivement le salaire, mais ils vont aussi attendre la proximité. Et ça, je pense que c'est un des nouveaux enjeux et dans les codes un peu du travail et de la relation au travail. Donc en fait, pour moi, si on ne traite pas ce sujet de la mobilité, on n'attire pas, tout simplement, et potentiellement on ne garde pas. Parce que si les gens viennent pour quelque chose, peut-être que ce phénomène de mobilité pendulaire quelque part, va les démotiver, et je pense que même ceux qui restent, ils fatiguent et ils produisent moins bien, hein, tout simplement. Donc pour les entreprises, je pense vraiment que c'est un des sujets à traiter, et comme disait Monsieur Carnez, on a tous notre petite pierre à l'édifice à mettre, et les entreprises, je pense qu'effectivement on a notre champ d'action. Alors c'est bien qu'il y ait comme Madame Vautier, des personnes qui essaient de faire les réunions entre entreprises, mais ça n'existe pas partout.
Et pour une entreprise et pour un chef d'entreprise, c'est pas forcément facile à décoder aussi, tout ce qui est disponible, tout ce qui est possible et il faut aller le chercher, en fait. Tout simplement, ça vient pas tout seul à nous, et bon, bah, je vais pas vous cacher les choses, mais clairement, quand on est chef d'entreprise, bah, on n'a pas forcément le temps pour, se mobiliser sur tous les sujets. Et si on n'a pas cette sensibilité-là et ce souhait-là de le mettre en place, ben, on va pas chercher ce sujet-là et comme il vient pas à nous, on le traite pas. Donc je pense qu'on perd des gens un petit peu dans ça. Donc comment faire? Je sais pas, parce que clairement il y a des choses qui se mettent en place et il y a beaucoup de gens qui se mettent à l'œuvre, mais ça me semble pas aujourd'hui suffisant pour que l'ensemble des chefs d'entreprise, puissent, se dire que ce sujet-là est important et qu'il faut le traiter, et quels sont les outils disponibles. Alors, Euh, justement, vous l'avez traité, ce oui, sujet de la mobilité. Vous avez obtenu le label Mobile Employeur. oui. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il en est? Bah, ça part de 2019 où effectivement, moi, je m'agace un peu moi-même au volant sur le périph' de Rennes à me dire, mais c'est pas possible, en fait, on part tous en même temps. On arrive tous, on est tous stressés au travail, et puis bah, à un moment, on a quasiment besoin d'une soupape pour passer à autre chose et puis se mettre au travail. Donc en fait, on se dit, bah, les gens, ça fait déjà potentiellement 2 heures et ils n'ont pas commencé à bosser. Voilà. Parce qu'ils ont passé 1 heure dans les transports. Pendant 1 heure au boulot, bah, ça discute avec les collègues parce qu'il y a besoin de décompresser de cet agacement, de cet énervement. Donc je me suis dit, à un moment, il faut qu'on traite ça. Donc on a cherché, qu'est-ce qui était disponible? Donc on a cherché auprès de la métropole rennaise, hein, parce que voilà, parce on voyait les vélos de la métropole, donc on s'est dit qu'est-ce qui peut exister? Parce qu'on est dans une zone où le métro n'était pas encore là. On a eu la chance d'avoir la ligne B du métro qui arrive quasiment au pied de nos bureaux. Donc, bah voilà, ça c'était une belle évolution, mais en 2019, c'était pas le cas. Donc, on a fait appel à ces services-là qui sont bah, des services métropolitains, des services gratuits, et où on a affaire à des vrais experts de la mobilité. Et ça, c'est pour un chef d'entreprise, c'est bien parce qu'en fait, on n'est pas face à des apprentis sorciers, des consultants qu'on ne connaît pas, qu'on va payer sans avoir d'avis. Donc vraiment, là, on a des gens experts de la mobilité et qui en plus abordent la chose de la bonne façon, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs mobilités. Il y a effectivement la mobilité active, hein, comme vous l'avez appelé, ce que j'appelle plutôt les déplacements doux, et le covoiturage. Et effectivement, bah, ils regardent, déjà dans un premier temps, qui où sont les salariés de l'entreprise et quelle mobilité on va pouvoir mettre en place. Donc ça, bah, ça prend un peu de temps et puis, bah, en fait, on se rend compte que nous, dans notre cas particulier, notre cas d'espèce, bah, le covoiturage avait beaucoup plus d'impact que, les mobilités douces, en tout cas dans un premier temps. Donc effectivement, nous, ça nous a permis de mettre en place le forfait mobilité durable, axé sur 2 axes, les déplacements doux. Donc on a dit, bah, les piétons, tous ceux qui viendraient à pied, tous ceux qui viendraient en vélo, tous ceux qui viendraient en bus, on ferait du 0,25 € par kilomètre parcouru. Et tous ceux qui viendraient en covoiturage, 1,50 €, le trajet. Donc si je prends un exemple de 2 salariés qui covoiturent, bah, ils ont tous les deux 1,50 € le matin, tous les deux 1,50 € le soir. Et on est pour dans une période de test, ben, on a maximisé cette prime de forfait mobilité durable à 100 € par an et on vient de la passer à 200 €. Parce qu'en fait, on constate qu'effectivement, c'est aussi un lien de négociation dans les négociations annuelles obligatoires et en fait, on a observé clairement qu'en 3 ans et je pensais pas avoir aussi des résultats aussi importants puisque on l'a fait sur Rennes, mais en fait, c'est quelque chose qui nous a permis de le déployer sur l'ensemble de notre réseau d'agences. Et on est parti pour l'exemple, de 200 kilomètres parcourus en déplacement doux, mais notamment vélo en 2021, à 30 000 aujourd'hui sur la Bretagne. D'accord. Et Donc donc là, vous ressentez justement une plus forte attractivité, une réduction du turnover, une plus forte alors, satisfaction? globalement, je pense que c'est multifactoriel, mais oui, enfin, je veux dire, 2019, j'avais un turnover au-dessus de la moyenne, mais qui était plutôt à 20 et aujourd'hui, je suis à 8. Donc effectivement, ça doit participer, mais il y a effectivement pas que ça, hein, on l'abordera dans d'autres webinaires, mais voilà, enfin, je pense qu'effectivement, ça voilà et pour le covoiturage, pareil, on est parti de 100 personnes, 100 trajets, on va dire, payés, à 800 en 2023. Donc je pense qu'effectivement, les entreprises qui traitent ce sujet ont un impact, sur le global. Et après, bah, on l'accompagne aussi et comme le disait monsieur Carnez, par aussi des souplesses dans les horaires, en se disant, bah,
aujourd'hui, on a mutualisé les horaires de travail sur l'année, ce qui permet aux gens de se dire, bah, si j'arrive à 10h, j'arrive à 10h, mais j'ai fait mon temps de travail. Et à ça, on a aussi couplé un accord télétravail qui est pas basé sur 2 jours de télétravail, c'est 40% du temps de travail. 40%, pourquoi? Parce que, bah, potentiellement, ce qu'on a mis, on a mis des exemples dans notre accord télétravail, bah, je peux partir plus tard le matin, c'est-à-dire je commence en télétravail, voilà, parce qu'en fait, il y a trop d'embouteillages le matin. Je commence en télétravail, puis si j'ai vraiment besoin de venir au travail pour une réunion, pour un rendez-vous client, mais en fait, je viens. Donc, c'est vrai que je me déplace, donc ça baisse pas le quota carbone, hein. Mais en attendant, j'ai désenclavé un petit peu cette rocade ou ces axes de transport. Donc voilà un peu tout ce qu'on a pu mettre en place. Et avec tous les sujets traités, bah, ça a effectivement nous permis d'avoir la médaille d'or, comme au JO, sur ce label-là. Donc, assez intéressant parce que la contrepartie, c'est qu'effectivement, nos salariés peuvent avoir 15% de remise sur les abonnements de transport. Donc, vous voyez, on participe et en fait, c'est totalement pour nos salariés quelque part. Pour notre entreprise aussi, parce qu'on estime que ça va les faire monter en performance et en performance durable, quoi. Donc, tout le monde y gagne effectivement à traiter ce sujet de la mobilité transport. Exactement. Monsieur Antoine Williams, vous avez un regard, je dirais, un peu plus international. Quel regard, vous êtes d'abord basé au Luxembourg, hein. Vous-même, vous avez eu un parcours de vie perso et professionnel international. Quel regard portez-vous justement sur cette mobilité d'un point de vue luxembourgeois, mais peut-être voilà, au niveau plus général, plus global, plus international? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour Christian, bonjour à tous. Je vois la question plutôt sur, on va dire, 3 aspects. D'abord, quel est le contexte actuellement de là où nous sommes, au Luxembourg, en effet, et puis mon opinion personnelle par rapport à l'expérience, et puis qu'est-ce qui est fait concrètement. Donc, si on prend la question du contexte, bah, nous sommes au milieu des 3 pays. Donc, la France, ça fait 64 millions. On va voir 68 millions, pardon. On a l'Allemagne qui est aux alentours de 84 millions. Et puis la Belgique, on est aux alentours de 11 millions d'habitants. Donc, ça fait beaucoup de monde. Et dans cette population, nous avons à peu près 226 000 frontaliers tous les jours qui viennent travailler dans le pays. De cette population, nous avons un ratio des Français aux alentours de 53%. Nous avons, entre l'Allemagne et la Belgique, entre 23%. Donc, ça fait beaucoup de monde. Et puis, le Luxembourg fait 661 millions, pardon, 661 000 habitants. Ce n'est pas énorme. Si on compare avec la Suisse, qui est aussi un pays frontalier, la Suisse, qui fait aujourd'hui 9 millions, elle va avoir une masse des frontaliers qui est aux alentours des 340. Donc, c'est beaucoup de choses. Donc, gardons ça en perspective. Le Luxembourg a mis en place, c'est le premier pays qui a mis justement les transports communs gratuits pour tous. Donc, ça veut dire que peu importe, vous reconnaîtrez un touriste parce que quand il rentre dans un bus, il va sortir son portefeuille. Comment, voilà, où est-ce que je dois payer? Bah, on va le regarder bizarrement. Donc, ça, c'est déjà, ça comprend des avantages pour les personnes qui viennent travailler, bien sûr, de ces pays, mais ça a aussi des inconvénients. Hein? On peut dire des avantages, ça peut être effectivement de réduire l'empreinte carbone, bien sûr, un déplacement plus durable, mais des inconvénients aussi parce que ça peut permettre aussi plus de bouchons, il y a plus de monde. Et effectivement, ça peut aussi créer aussi parfois des refuges, peu importe comment on peut les voir, pour les personnes qui sont parfois sans abri. Donc, ça comprend aussi quelques dysfonctionnements. Ma vision personnelle, pardon. Oui. J'allais rebondir un peu sur ce que vous disiez aussi. Justement, vous mettez à disposition des bureaux professionnels. Quelles sont les attentes aujourd'hui des chefs d'entreprise,
des collaborateurs concernant ces bureaux-là. Je sais que vous me parliez un petit peu de bureaux périphériques. Voilà. Oui. Quelles sont les attentes aujourd'hui des chefs d'entreprise et des collaborateurs? Bah, il est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui va vite, qui est connecté. Les personnes aussi ont besoin de gagner du temps et aussi pouvoir travailler différemment. Donc, on voit effectivement une démocratisation de tout ce qui est le travail hybride. Donc, aujourd'hui, il y a quand même ce besoin d'un déplacement en transport privé, mais de plus en plus, on voit des initiatives de voitures plus vertes au niveau de tout ce qui est des voitures électriques, des transports électriques, comme des trottinettes ou autres. Donc, il y a ce besoin d'avoir effectivement un emplacement parking, surtout au Luxembourg, au niveau du déplacement, mais aussi des clients qui nous demandent d'avoir sur place des bornes de recharge pour les voitures électriques, parce qu'effectivement, on doit se déplacer aussi avec des conditions plus durables. Et ça, c'est une réalité. Et ça s'applique également aussi aux salariés. Donc, effectivement, il y a l'initiative de ce type de bornes de recharge dans les lieux de travail. Pendant qu'ils travaillent, il peut aussi charger leur voiture pour pouvoir partir et commuter de manière plus verte. Et, très bien, merci. Je vois le temps qui passe, donc il va falloir que j'accélère moi-même un petit peu. Bien sûr. Je reviendrai justement sur une synthèse, effectivement, où il faut à la fois du branchement pour véhicules électriques, favoriser du transport en commun, des solutions pour les entreprises telles que Mobile Employeur qui peuvent être mises en place sur les mobilités, les moyens mis en place aussi par justement les écopôles pour favoriser cette mutualisation des transports ou des trajets en commun. Monsieur Kernez, avant que vous nous quittiez aussi, si on devait parler maintenant de la mobilité professionnelle au sein d'une grande organisation comme la région, comme le Conseil régional de Bretagne, et peut-être aussi en tant que maire, et puis quel est votre point de vue, justement, encore une fois, je pense, des attentes en termes de mobilité professionnelle, c'est-à-dire des Oui. possibilités pour les collaborateurs de travailler de changer d'entreprise, de changer de service, de changer d'organisation. Est-ce que je suis clair dans ma question? Mobilité au sens transport ou mobilité interne au sens Alors, organisationnel? plutôt en termes de mobilité interne maintenant, voire éventuellement de mobilité inter-entreprise. Je pense plutôt à l'écopôle, par exemple. Mais vous, en termes de mobilité interne, quelles sont les attentes que vous observez maintenant au sein de votre organisation du Conseil régional de Bretagne ou de la mairie de Quimperlé? Oui, alors, les questions de mobilité, mobilité au sens transport, on est clair, c'est pas les agents qui exercent, enfin qui veulent avoir une mobilité interne professionnelle, c'est pas ça, on est bien toujours sur la question des transports, je ne me trompe pas. Ce sont ces deux sujets. On a d'abord Les deux traité sujets, effectivement okay, le principe de mobilité, trajet, transport, et maintenant plutôt un regard sur la mobilité professionnelle interne. D'accord, très bien. Alors, c'est vraiment deux exemples différents. Une petite collectivité comme la mienne, je suis maire de Quimperlé, j'ai 225 agents, évidemment qu'on regarde on peut regarder de manière plus précise, quasiment à la situation individuelle, la question des mobilités internes. Bon, on parle d'un sujet qui est particulier, c'est quand même la mobilité interne au sein de la fonction publique territoriale. Parce que quand bien même il y a des passerelles possibles entre les différentes fonctions publiques, c'est assez rare malgré tout, alors, sauf entre l'État, et je reviendrai, et les collectivités territoriales, dans les collectivités importantes comme celle du Conseil régional en particulier, mais autrement pour une petite commune comme la mienne, les mobilités internes, c'est vraiment au sein de la fonction publique territoriale. Mobilité interne au sein de ma propre collectivité. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Mobilité interne choisie, évidemment, dans deux situations différentes. Mobilité interne choisie parce que envie d'évoluer dans son métier, et la fonction publique territoriale de ce point de vue est totalement exceptionnelle, je le dis. Vous pouvez exercer, je sais pas, 10-15 métiers différents pendant une carrière, donc c'est quelque chose, on a l'impression que c'est sclérosé, absolument pas. Vous pouvez faire de la culture, du sport, de la finance, enfin des RH. Bon, après, il y a vous pouvez vous spécialiser aussi, mais vous pouvez avoir cette mobilité interne. Et puis ensuite, moi, je suis extrêmement attentif à la mobilité interne d'une certaine manière qui est un peu subie, c'est-à-dire face à l'échec professionnel. Et là, en tant qu'employeur, et ça peut vous paraître surprenant, mais le maire est l'employeur. J'ai la responsabilité d'employeur. Je recrute, je décide du régime indemnitaire des agents, pour partie.
je fais, enfin avec mes équipes, on fait les évaluations internes, on engage des mobilités internes, enfin, on fait tout ça quand même. Hein. J'ai le pouvoir de sanction, j'ai le pouvoir de licenciement, j'ai le pouvoir de discuter évidemment de rupture amiable, conventionnelle. Donc ça peut surprendre, mais un maire est un employeur, au sens comme un chef d'entreprise, si vous voulez. J'ai les mêmes responsabilités. Et donc moi je suis très attentif, surtout, à accompagner les agents qui sont en difficulté dans des mobilités internes accompagnées. Et c'est pas facile, mais on a des problématiques, comme je pense dans tous les secteurs, des problématiques qui sont liées à notre vie au quotidien, et peut-être pas tant au travail, mais la question des ruptures familiales qui provoquent évidemment des remous. On a des sujets évidemment d'addiction, on a des sujets quand même qui sont, je dirais, partagés. C'est pas parce que vous êtes dans une collectivité que vous serez exempt de ces difficultés. Et donc on a de très belles réussites de mobilité interne. Dans une petite collectivité comme la mienne, ma chef de police, elle était juriste, elle avait une maîtrise de droit. Aujourd'hui, elle instruit, elle travaille sur tous mes sujets de droit, sur notamment l'urbanisme et d'autres. Une juriste qui avait une formation, qui avait fait police nationale, chef de police municipale, et qui est aujourd'hui la juriste qui a instruit tous mes dossiers complexes. Voilà. J'ai une situation sur une agent qui est aujourd'hui, par exemple, sur la question de la comptabilité, ça va pas, ça se passe pas bien, et je me suis aperçu, et donc ma DRH a attiré mon attention sur le fait qu'elle a une passion pour les livres. On a une médiathèque qui est exceptionnelle, on a des besoins de recrutement, on a des départs en retraite. Je suis en train de l'accompagner pour qu'elle aille vers un diplôme universitaire et qu'elle puisse travailler dans la bibliothèque, la médiathèque dont elle a toujours rêvé, peut-être, dont elle n'a jamais osé dire les choses, peut-être. Et elle y arrive aujourd'hui, on va l'accompagner. J'espère qu'on va réussir. Donc, sur la mobilité interne, évidemment, qu'on a de beaux sujets. Ensuite, mobilité interne entre fonctions publiques territoriales. Alors, au Conseil régional de Bretagne, on voit bien qu'on est sur des métiers qui sont de nature différente. On est aussi sur des carrières, parce que c'est quand même une très grosse collectivité, plus de 4000 agents. Vous avez quand même des agents de collectivité qui ont des parcours professionnels qui font qu'à un moment donné, ils sont dans une fonction publique territoriale au Conseil régional de Bretagne, ils pourront aller dans des métropoles, des agglomérations. Ils ont été à l'État. On a des très hauts fonctionnaires d'État qui viennent chez nous parce qu'ils veulent s'agréer à la fonction publique territoriale, ils veulent comprendre ce qu'on fabrique, parce qu'à un moment donné, le dialogue, je peux vous raconter, le dialogue État-collectivité, c'est quand même un joli pinceau parfois. Par exemple, la DGA avec laquelle je travaille au quotidien, elle vient de l'État. Et aujourd'hui, elle est très aguerrie sur les questions de fonction publique. Et quand il faut discuter avec les hauts fonctionnaires d'État, tout un entourage de préfets de région, elle a les codes, elle a les clés. Donc on voit bien que les mobilités internes dans nos métiers sont tout à fait possibles, tout à fait faciles même, pour peu qu'on en ait envie. Et on se doit d'y être attentif et de les faciliter. Très bien, merci Monsieur Carnez. Monsieur Cavillon, alors, je suis désolé, hein, j'en ai pris par le temps, on va faire très concis, très rapide. Et je vais devoir vous laisser parce que je rejoins mon président. Très bien, merci beaucoup Monsieur Carnez. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Monsieur Cavillon, entreprise multisite, on le disait. Oui. Comment faites-vous, comment voyez-vous, vous, la mobilité en interne de votre entreprise Quarta? Du coup, la mobilité professionnelle, quelque part, nous, on l'a un peu découverte parce que sur des salariés qui nous ont demandé, en fait, tout simplement. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on communique mieux sur notre réseau d'agences, même en interne, parce que souvent, quelqu'un qui est à Rennes, il se rend pas compte qu'il y a une agence à gauche ou à droite, voilà. Et on a plusieurs cas. On a ouvert à un moment une antenne à Quimper parce qu'en fait, un de nos salariés de Saint-Brieuc voulait aller à Quimper. Donc on s'est dit, bon, c'est une opportunité aussi de mettre quelqu'un là-bas et on verra bien. Puis quand on a ouvert, un salarié de Rennes nous a dit, attends, moi je fais les allers-retours tous les week-ends, donc je peux y aller. Oui, tu continues à travailler pour Rennes, mais c'est une sorte de télétravail dans une autre agence en fait. On est dans le même réseau d'agences, on est interconnecté en termes de SI, donc pas de souci, tu travailles là-bas. En fait, il est assis à Quimper, mais il travaille pour les équipes de Rennes. Donc pas de problème, quoi. Et puis en fait, voilà, donc on voit bien que dans ce réseau d'agences, ça permet ça. Donc on a des Parisiens qui veulent venir en Bretagne, parce qu'on a aussi une agence à Paris. On a eu l'inverse, hein, une assistante qui est partie de Lorient pour rejoindre la région parisienne. Donc ça existe, et à partir du moment où clairement vous allez le chercher, vous le mettez en valeur, en fait les gens le proposent d'eux-mêmes. Donc nous, pour vraiment aller le chercher, on l'a intégré dans les entretiens individuels qui sont faits par les managers.
et on l'a rajouté dans les entretiens professionnels qui sont faits par les RH, parce que peut-être que j'ai pas envie de dire à mon manager que j'ai envie d'aller dans une autre agence, mais peut-être que je le dirai au service RH sans mon manager. Donc on l'a mis là, et quand il y en a, on les met en lumière. Comme ça, ça montre que ça existe et que c'est possible. Voilà, donc deux cas, soit effectivement on peut faire évoluer un peu les compétences, soit on peut faire de ce que j'appelle du télétravail depuis une autre agence. Voilà, mais en fait, faut réfléchir à tous ces cas-là qui permet de garder les salariés et d'éviter de se dire, en fait, il est parti, il part chez la concurrence dans une agence qui est à côté d'une des miennes, quoi. Donc ça, vraiment, on se dit, on a tout perdu quand il arrive ça. Donc voilà, donc clairement, c'est en le mettant en valeur dans l'entreprise que ça peut exister. Donc, c'est aussi un facteur de Fidélisation. fidélisation, Ouais, finalement, comme on fidélisation, disait. ouais, clairement, Ok. fidélisation. Madame Bautier, à l'échelle d'un écopôle, d'une zone d'activité, qu'est-ce qui peut être mis en place justement en termes de peut-être mutualisation inter-entreprise, groupement d'employeurs? Qu'est-ce qui se fait de votre côté sur l'écopôle Sud-Est, Activest? Alors nous, sur cette même démarche en fait, d'inter-entreprise, l'idée en effet, en effet sur l'écopole, on a la chance d'avoir une association qui permet ce genre, d'organisation. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur Cavillon. Peut-être que c'est quelque chose aussi à créer sur Saint-Jacques. C'est parti justement d'un regroupement d'entreprises au départ et de chefs d'entreprise donc voilà. En effet, nous sur Activest, l'idée c'est, dans cette même démarche, on avait organisé un atelier de synergie inter-entreprise où l'idée c'était d'identifier les besoins et les ressources d'une entreprise et de faire des matchs concrets en fait entre entreprises sur de la mise à dispo de salles de réunion ou sur plus des notions d'économie circulaire et également sur le fait de mutualiser des compétences au sein de l'écopole. Donc c'est quelque chose sur la démarche d'économie circulaire en se disant, voilà, les déchets d'une entreprise peuvent devenir, par exemple, les ressources d'une autre. C'est quelque chose qui a très bien fonctionné. Sur la partie mutualisation, en effet, sur la mobilité interne, soit le chef d'entreprise est plutôt sensibilisé parce qu'il connaît la chose, soit pas du tout. Et donc, du coup, c'est pas quelque chose qu'il pratique. Et donc, c'est vrai que sur cette mobilité, on va dire, inter-entreprise, sur cette mutualisation, en fait, le dirigeant ou la dirigeante aujourd'hui, manque de temps, en fait, tout simplement, pour pouvoir, de s'informer, pour pouvoir, l'encadrer aussi. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va de plus en plus se développer, mais qui a besoin d'un encadrement, en fait. Nous, sur Activest, aujourd'hui, notre rôle, c'est justement de sensibiliser, d'animer, mais on ne peut pas porter ce rôle d'encadrement sur la partie, accompagnement, administratif, contractuel, juridique. Comment ça se passe, en fait, quand on passe sa secrétaire ou son assistant de direction dans une autre entreprise? Comment ça se passe? Comment on l'encadre, en fait? Donc, sur cet aspect-là, pourquoi pas, en effet, demain solliciter les groupements d'employeurs qui, eux, en fait, ont déjà un peu cette action. Donc, nous, on a le groupement d'employeurs ELIS, par exemple, avec qui, où justement, on est dans cette démarche-là de comment, demain, on va pouvoir peut-être mettre en place de nouvelles choses. Mais je pense que voilà, ça a beaucoup de potentiel et ça attend à de plus en plus se développer, je pense. Merci, Madame Vautier. J'accélère, hein, vraiment, il nous reste 1 minute à peine. En quelques secondes, Monsieur Antoine Williams, vous parliez, vous, d'hybridation, de management tolérant, comme valeur ajoutée pour l'entreprise. Est-ce qu'en quelques secondes, vous pouvez nous le dire avant de vous remercier et puis de passer la main au prochain webinaire? Bien sûr, on sait très bien que 2020, les virus que nous connaissons tous, a fait aussi mis en perspective beaucoup de choses pour les salariés et en tant que dirigeants. Donc, effectivement, nos salariés demandent un peu plus de bienveillance dans ce management, un peu plus de tolérance par rapport à, effectivement, les temps de trajet, qui devient aussi quelque chose de très précieux. Comme on disait M. Cavillon et Mme Bautier, le temps qu'on passe dans le transport en commun, parfois, c'est un temps qui peut être effectivement optimisé autrement. Donc, il y a effectivement cette possibilité de faire du télétravail, bien sûr, quand le rôle le permet. Mais c'est vrai, c'est une demande assez importante des salariés aujourd'hui. Et nous, dirigeants, chefs d'entreprise, aux responsables en management, nous avons un devoir, effectivement, de, bien sûr, traiter ces sujets-là qui deviennent de plus en plus importants avec tout ce qui est à distance, la question de confiance,
des salariés, mais aussi la question de qu'est-ce qui est le bien-être en général des salariés aujourd'hui. Très bien, merci. Alors justement, on pourra aussi retrouver dans votre ouvrage Curious Simply, édité dans la maison 101010 au Canada, si je ne me trompe pas. Et puis, tous comment dirais-je, nos personnes qui nous suivent pourront aussi retrouver dans le replay toutes les informations et des informations que nous avons transmises aujourd'hui. Je suis désolé, il va falloir que que l'on passe la main. Merci à vous en tous les cas pour votre disponibilité ce matin, de nous avoir partagé vos expériences, à rappeler qu'effectivement, que ce soit la mobilité professionnelle, la mobilité de transport, on a bien entendu que ce sont des enjeux majeurs pour les entreprises, pour le territoire, pour les zones d'activité. Voilà, j'espère que toutes ces informations seront utiles à partager avec d'autres personnes par la suite. Merci à vous encore une fois pour votre disponibilité. Et puis, à tout à l'heure, Monsieur Cavillon, également, parce qu'on se reverra, pas avec moi, mais sur l'autre sujet, effectivement, de l'équilibre vie perso, vie pro. En attendant, on passe la main sur le sujet du logement, qui va être animé par Madame Claude Garcia Zunino. Et voilà, je vous remercie encore beaucoup, et puis au plaisir de co-construire un avenir durable, inclusif, fait de responsabilité sociétale. Merci. À bientôt, merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir, merci.